Les Français sont, avec les Allemands, les champions de l'épargne en Europe. Ils mettent de côté, on va dire à peu près 18% de leurs revenus chaque année. Les Allemands, c'est à peu près 20%. C'est une tradition. De tout temps, les Français sont des épargnants. Est-ce qu'on doit ça à nos racines paysannes ou est-ce que c'est par crainte de l'avenir, par peur de l'avenir? Mais il n'en demeure pas moins que voilà, nous figurons parmi les fourmis européennes. Cela d'ailleurs est positif pour l'État qui peut comme ça évidemment financer ses déficits. C'est également positif pour l'ensemble de l'économie car l'épargne n'est pas antinomique d'une activité donc économique forte. Bien au contraire, l'épargne est nécessaire pour l'investissement, pour la croissance, pour l'emploi. Et donc il faudra opposer toujours épargne et consommation comme c'est fait de manière traditionnelle en économie. Les Français donc, mettent de l'argent de côté pour plusieurs motifs. Il y a évidemment le motif de précaution, avoir de l'argent liquide, sûr, pour le cas échéant, faire face à des aléas. Aléas, ça peut être le chômage, ça peut être la santé, ça peut être simplement la machine à laver qui casse, la voiture qui est en panne. Il faut avoir de l'argent liquide, rapidement mobilisable. Les Français sont les champions de l'épargne de précaution. Mais il y a également d'autres risques que l'épargne est amenée à couvrir. Il y a en particulier la retraite. Les Français, dans leur très grande majorité, 72% selon l'enquête AG2R mondiale Amphithéa Cercle de l'épargne, estiment que leurs pensions des régimes obligatoires sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement. Et c'est donc la deuxième motivation de l'épargne, après la précaution, c'est la retraite. Troisième motivation, c'est évidemment la succession. Avoir un patrimoine, un capital qu'on va donc céder à ses enfants, à ses petits-enfants, ça fait partie des motivations. Enfin, il ne faut pas oublier que quand on parle taux d'épargne, il y en a plus de la moitié qui est constituée par les remboursements du capital des emprunts immobiliers. Sur les 18%, il y en a 9 à 10%, c'est ce remboursement. Le reste, c'est l'épargne financière. Et donc on voit bien qu'un des motifs de l'épargne, c'est donc l'acquisition de la résidence principale. La France est un pays traditionnellement d'impôts élevés, les prélèvements obligatoires, c'est 44-45% donc, du PIB. Donc quasiment dans tous les domaines, nous figurons parmi les pays qui taxent le plus, que ce soit les revenus, que ce soit le capital, que ce soit l'immobilier. Donc on est en haut de la montagne. En matière d'épargne financière, la situation s'est améliorée depuis 2018 avec l'introduction du prélèvement forfaitaire unique de 30% qui intègre un prélèvement fiscal et les prélèvements sociaux. Avec ce 30%, nous sommes revenus globalement pas si loin de la moyenne européenne. D'autre part, il y a beaucoup de niches fiscales en matière d'épargne financière. Le livret A, où il n'y a pas d'impôt sur le livret A. L'assurance vie, qui bénéficie d'un régime spécifique avec un abattement donc, de 4 600 à 9 200 euros pour ceux qui épargnent sur un contrat de plus de 8 ans. Donc il y a de nombreuses niches qui atténuent la fiscalité. Le PER, le plan d'épargne retraite, il y a une déduction fiscale sur donc, les versements effectués par les titulaires. Donc je dirais que si on prend dans son ensemble, la fiscalité n'est pas si élevée que ça sur les produits financiers. D'autre part, cela ne dissuade pas les Français, bien au contraire d'épargner, parce que les motivations, épargne de précaution, épargne pour la retraite, épargne pour s'acheter une maison, ce sont des motivations qui sont fortes et qui dépassent, on va dire, les problèmes purement fiscaux. L'État a besoin d'une épargne forte. Il a besoin de pouvoir distribuer, vendre, on va dire, ses obligations assimilables du Trésor, les OAT à 10 ans. Et il faut qu'il y ait des épargnants qui aient confiance pour acheter ces obligations. Sinon, les épargnants ne mettront plus d'argent dans leur contrat assurance vie, car les contrats assurance vie, c'est le fonds euro. Le fonds euro, c'est des OAT.
Si l'État décidait du jour au lendemain de ponctionner l'épargne des ménages, de la mettre dans sa poche pour financer sa dette, le lendemain, il n'y a plus un seul épargnant qui voudra mettre son argent dans l'État. Et donc il aura peut-être résolu le problème à un moment T, mais à T+1, il est dans une situation impossible. Ce serait une défiance générale, ce serait l'illustration d'une banqueroute, par définition. Et pour s'en remettre, il faudrait des années et des années. La France n'a pas fait banqueroute depuis 1797. Donc, ponctionner l'épargne directement serait évidemment la traduction d'une banqueroute de l'État et donc d'une remise en cause de l'ensemble du système financier avec une défiance, un mouvement de panique. Tout le monde voudrait sortir l'argent des coffres, etc. Coffres numériques maintenant. Et donc, évidemment que non, sauf à être au bord du précipice, évidemment que l'État n'a pas l'intention de ponctionner l'épargne des ménages face à sa dette. Il faudra peut-être qu'il réduise les dépenses, il faudra peut-être augmenter les impôts, mais certainement pas puiser dans l'épargne. Et puis, les 3 000 milliards de dettes de l'État, une partie est logée à l'étranger. Si l'État ponctionnait les ménages français, demain, les étrangers ne voudraient surtout pas mettre de l'argent dans les titres français. Donc, dans l'état actuel des choses, non, pas imaginable. Alors l'épargne, pourquoi épargne-t-on? Est-ce qu'on épargne pour l'intérêt général ou est-ce qu'on épargne avant tout pour soi? Je dirais que la première motivation, c'est pour soi. On épargne pour avoir de l'argent de côté, pour faire face à des dépenses, pour réaliser un projet, pour aider les enfants. En revanche, ça n'interdit pas que l'épargne soit utile. Et soit utile à son pays ou à l'économie. Et donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de placements qui peuvent favoriser la décarbonation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent favoriser le développement des secteurs économiques, que ce soit donc les start-up, que ce soit dans le domaine de la santé. Et par ailleurs, ces différents placements peuvent être rentables, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y ait, certes, un intérêt général pour l'ensemble de la société, mais qu'il y ait du rendement. On n'est pas dans une opération de don, sinon on fait un don. Mais ce n'est pas la même chose que de l'épargne. Et donc, de ce fait, oui, aujourd'hui, il y a des possibilités de bien orienter son épargne en fonction d'objectifs, et avec, par exemple, le label ISR, et les compagnies d'assurance sont aujourd'hui obligées, dans le cadre du PER ou de l'assurance vie, de proposer donc des supports, donc, par exemple sur l'ISR, ou d'économie sociale et solidaire, et donc, mais c'est au choix évidemment de l'épargnant de les prendre ou pas les prendre. Il faut voir que autrefois, les rendements de ces produits n'étaient pas forcément extrêmement intéressants et que de plus en plus, ils sont compétitifs, voire meilleurs que des supports carbonés. Donc oui, les ménages ont intérêt à regarder ce type de placement pour eux et puis pour la planète. L'assureur, c'est le spécialiste de l'assurance. C'est le spécialiste de l'épargne longue. Et de ce fait, il est le mieux placé pour donner les conseils, les informations sur des produits comme l'assurance vie ou comme sur les produits d'épargne retraite, sur tous les produits qui sont liés à la prévoyance, à la dépendance. Le banquier est plutôt un spécialiste du prêt, de la gestion des comptes courants, de la gestion du court terme. Un groupe comme AG2R Mondial a une vision globale, à la fois patrimoniale, professionnelle et personnelle. Il couvre l'ensemble des aspects de la situation d'une personne, de son travail jusqu'à la retraite. Et c'est un atout majeur par rapport à d'autres établissements financiers. Et c'est en cela qu'il est aujourd'hui donc reconnu sur la place par justement ses capacités d'étude, d'association des différents types de produits, en procurant ainsi la meilleure des solutions.